pense que je suis aidée par le poème lui-même, quelque part, ou par ce qu'il me murmure. Isa Solfia Monzano, l'endroit d'où j'écris. Elle exprime avec une forme de douceur dans la voix, mais aussi par ses actes, l'importance du partage et de la générosité dans l'aventure de l'écriture. Bonjour Isa, merci de participer à ce podcast. Bonjour Benjamin, merci de m'avoir invité à y participer. La première question que je pose à tous les participants, c'est est-ce que tu peux nous décrire l'endroit où tu te situes actuellement ? Actuellement, je me situe dans ma maison au Pays Basque, dans les montagnes, et je suis sur mon bureau. Est-ce que c'est l'endroit où tu écris ? C'est un des endroits d'où j'écris, oui, effectivement, quasi quotidiennement. Et est-ce que tu pourrais nous indiquer comment tu es venu à l'écriture ? Je suis venue à l'écriture dès l'enfance. Parce que la littérature a toujours été un lieu où je me réfugiais, où je lisais tout ce que je pouvais lire et qui venait vers moi. C'était tout ce qui venait. Donc ça pouvait être les bibliothèques vertes. J'aimais beaucoup les livres dont tu es le héros. J'aimais tout ce qui arrivait. J'aime lire toute cette petite littérature d'enfance. Et puis voilà, j'ai lu Les Misérables dans la bibliothèque verte quand j'étais petite chez mes grands-parents. Voilà, j'ai tout lu, enfin tout ce que je pouvais lire. Et dès petite, j'ai écrit de la poésie. Vers mes 8 ans, j'écrivais beaucoup de poésie. J'aimais beaucoup dessiner et écrire des petits poèmes aux gens que j'aimais, notamment à mes grands-parents. Et j'avais décidé d'être poète, mais on m'avait dit que c'était pas très possible. Ah bon ? On t'a mis tout de suite une barrière ? Dans ta famille ? Oui, on m'avait dit que les poètes, c'était un peu un rêve ou un inutile, en fait. Alors, tu ne les as pas écoutés, apparemment ? Non. Et qu'est-ce qui t'a poussé réellement à persévérer et à venir aujourd'hui à publier régulièrement dans différentes revues ? Ce qui m'a permis de persévérer, c'est le chemin que j'ai pris, puisque j'ai continué à écrire régulièrement des petites chansons avec mes amis quand j'étais adolescente, et puis ensuite j'ai rencontré un professeur de lycée qui m'a demandé ce que je faisais là, et parce que j'étais pas tout à fait dans la section où je devais être visiblement selon lui, et il m'a envoyé faire des études de littérature que j'ai faites avec joie et plaisir, et de manière un peu décalée, puisque je lisais pas tout à fait de la même manière les textes qu'on me proposait de lire, et j'y voyais toujours beaucoup de philosophie. Donc j'ai vraiment lu de la philosophie très jeune aussi, donc après avoir voulu être poète, je voulais être philosophe. Et aujourd'hui, je suis absolument nourrie de philosophie dans mon écriture, puisque je pense que dans mon quotidien, je lis bien plus de livres de philosophes que de poètes. Je lis pas beaucoup de romans, je lis vraiment beaucoup de philosophie. Et quand je lis de la philosophie, j'ai envie d'écrire de la poésie. C'est beau ça. Et donc, tu es venu progressivement à l'écriture et jusqu'à avoir un rythme soutenu que tu décrirais comment ? Tu parlais de quotidienneté par rapport à la pièce où tu te situes actuellement ? Oui, alors je suis très sensible, et le monde humain me secoue, je dirais, et j'ai besoin d'extérioriser ces émotions et ces sentiments et ces pensées dans l'écriture. Donc en général, je tiens plusieurs carnets, dont des journaux, mais aussi j'écris beaucoup de poésie, j'écris des fragments.
Et j'ai besoin d'écrire pour parler différemment de ce que je vis dans mon quotidien, que ce soit des choses belles, des choses violentes. Ça soutient mon quotidien, oui. Et j'ai besoin à présent de le partager. Avant, je ne le partageais pas. Et depuis, je sais pas, 3 ans, je dirais, c'est là que j'ai commencé à vouloir proposer mes textes dans des revues. Et effectivement, ils sont plutôt bien accueillis et j'en suis heureuse. Je fais beaucoup aussi d'ateliers d'écriture avec les jeunes, avec les adolescents, puisque je suis enseignante. Et j'aime leur proposer d'écrire de la poésie et leur montrer que la poésie, ce n'est pas un espace duquel on doit avoir peur, mais qu'au contraire, c'est un espace de liberté et de beauté dans lequel on peut mettre tout ce qu'on ressent, que ce soit des sentiments extrêmement beaux, joyeux, ou bien des sentiments beaucoup plus durs, noirs ou difficiles à vivre. À partir de ces notes que tu prends quotidiennement, est-ce qu'il y a une routine particulière? Tu les relis ou est-ce que c'est vraiment le texte brut qui jaillit et c'est lui qui détermine l'orientation du texte? C'est amusant, mais je n'aime pas me relire. Donc, parfois, je crée du matériel, mais ça, c'est plus quand j'écris des narrations, puisque j'écris aussi des nouvelles et des micro-nouvelles. Donc là, je me fais un peu de suivi, je crée du matériel avec plusieurs questionnements, et ensuite, j'écris un plus long texte. Mais pour la poésie, c'est plutôt, oui, du jaillissement poétique, c'est plutôt, ça vient en moi et c'est comme une forme de transe. C'est pas moi qui écris, c'est vraiment le texte qui surgit et qui m'oriente et qui oriente ma plume. Et dans ces moments-là, est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'aide à écrire? Non. La seule chose qui m'aide à écrire, c'est ce qui vient, c'est vraiment, je sais pas, une forme voilà, de tout ce que j'ai absorbé, que ce soit d'où j'écris, c'est-à-dire géographiquement, ou bien depuis la météo, depuis la nostalgie, l'amour. J'absorbe, c'est comme si j'absorbais et que tout à coup il y avait un rejaillissement, comme une forme de rejet presque, mais un rejet poétique. Et je sais pas, comme si je captais quelque chose qui venait et c'est irrépressible en fait. Il faut absolument que je l'écrive. Donc je peux écrire. Pour ça ici je suis sur mon bureau, mais je peux très bien écrire. J'écris beaucoup sur mon téléphone dans des notes. J'écris un peu partout et un peu de partout. J'aime beaucoup écrire aussi près des rivières, dans la montagne. Et je pense que je suis aidée par le poème lui-même quelque part ou par ce qu'il me murmure. Quand tu es dans la montagne, est-ce que c'est sur ton téléphone que tu écris ou c'est un support papier, stylo traditionnel? Maintenant, c'est plutôt sur mon téléphone parce que c'est quand même pratique et c'est moins lourd quand on va en montagne. Mais de toute façon, j'ai toujours du papier et j'ai toujours quelque chose pour écrire. La randonnée, elle a tendance à t'aider également, ce mouvement perpétuel? Oui, j'ai vraiment besoin de 3 choses dans ma vie quasi quotidienne. C'est la littérature de manière générale, donc lire, écrire, marcher. Donc pas forcément randonner, mais en tout cas marcher, c'est essentiel. Ça met en mouvement mon énergie, ma pensée. Ça permet aussi de lâcher la pensée justement et de la laisser aller où elle veut. Et aussi le yoga. Voilà, ça ce sont mes trois essentiels pour pouvoir être présente dans le monde. Et effectivement, on peut voir que ce ne sont que du mouvement en fait, puisque la littérature est mouvement. La marche et le yoga aussi. Et c'est ce qui me permet vraiment d'être là, d'être présente et de pouvoir accueillir en fait ce qui vient. Et ce qui vient, c'est bien souvent du poème. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais une actualité ou un projet de création que tu souhaiterais partager? Alors oui, j'ai une première nouvelle là qui va sortir, qui va être publiée en octobre dans la revue Les Embrouillements. J'en suis très contente. C'est un éloge de la paresse.
ou en tout cas du ralentissement. Donc voilà, je laisse les auditeurs la découvrir. Et tu peux redonner le nom de la revue, s'il te plaît? Les embrouillements. Et notre projet qui vient de se créer, on vient de créer un collectif de poètes autour de la poésie dans notre ruralité. Et j'en suis très heureuse parce qu'on veut montrer au monde rural que la poésie, c'est pas ennuyeux, ça doit pas faire peur et ça peut venir jusque dans le monde rural. Donc notre but, c'est de créer des événements poétiques et de lire de la poésie et de créer un festival aussi de poésie et de musique une fois par an. On ne sait pas encore quand, mais on espère faire le premier en 2026. Félicitations, c'est une magnifique initiative. Et c'est vrai que dans les territoires ruraux, on a grand besoin de pouvoir accéder à des événements culturels comme celui que tu décris. Merci. Avant de conclure l'entretien, je t'ai sollicité pour le choix d'un texte. Et je voudrais que, avant de nous en faire la lecture, tu nous expliques la raison de ce choix. Alors j'ai choisi ce texte parce que il me parle de ma manière d'écrire, il me parle du surgissement et justement de cette amitié, voire sororité entre la philosophie et la poésie. L'autrice c'est María Zambrano, une philosophe espagnole. Elle a écrit ce livre en 1977 et elle avait 73 ans. Et le livre s'appelle Clairière du bois. Elle y parle de la razón poética, donc de la raison poétique. J'ai sélectionné un extrait qui parle des paroles et c'est un extrait qui a pour titre L'annonce. On t'écoute. La parole se cache comme la semence, comme une racine qui, en poussant, soulève tout au plus, légèrement, la terre, mais la révèle en tant qu'elle est écorce. La racine cachée, et même la semence perdue, vont ressentir ce qui les couvre comme une écorce qui doit être traversée. Il y a ainsi sur les champs comme une pulsation de vie, une onde annonciatrice, et comme la menace de quelque chose ou de quelqu'un qui va venir. Que la parole se comporte ainsi. Seul pourra le comprendre celui qui aura souffert indiciblement d'avoir été délaissé par elle, sans qu'il ait besoin pour cela d'en être totalement privé. C'est la parole intérieure, rarement prononcée, celle qui ne naît pas pour être dite et qui demeure ainsi lointaine, comme si elle n'allait jamais revenir. Et comme si elle n'avait jamais existé et que l'on connut d'elle seulement ce vide indéfinissable, cette sorte d'espace qu'elle laisse. C'est alors une sorte d'étendue qui se révèle. Tout cet espace serait-il le résultat d'un abandon? Eh bien, bientôt l'on entend la parole perdue, immédiate et cachée, racine et germe, présence obscure et sans porte d'accès à la conscience. Telle est l'aporie de la parole, l'impossibilité où elle est de trouver les conditions nécessaires à sa vie, un lieu où s'abriter du temps, ce feu subtil, cette manière de mourir en vivant. Merci beaucoup Isa Solfia Manzano pour cette magnifique lecture et pour cet entretien. Merci à toi Benjamin. C'était Isa Solfia Manzano. Bonjour Isa, merci de participer. Une réalisation Benjamin Milazzo.